C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 45. En cette journée de l'Action de grâce, avons-nous raison de rendre grâce? Je pense qu'on va le voir avec l'acteur, le comédien Jean-Pierre Bergeron, avec qui on va passer cette première demi-heure d'émission. Et en deuxième partie, 2 chroniques, Lire c'est queer avec Brian Saint-Louis et À voile et à vapeur, oui, on parle de voyage avec Pascal Chalmel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 9 octobre 2023, épisode 45, on est tous, nous, ici, toutes, les voiles, la vapeur, l'électricité, mais on n'est pas au gaz, on est vert après tout, puis on dort pas au gaz. Bien, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour, bienvenue ou bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez, que ce soit par balado-diffusion ou en diffusion ou en direct ou peu importe. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève en cette journée de l'Action de grâce, nous allons faire un petit spécial. J'ai fait ça l'an dernier. La première demi-heure, j'invite quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, que j'affectionne, puis que je pense qu'on a intérêt à le connaître. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bergeron. Jean-Pierre Bergeron, vous savez, c'est un acteur, c'est un scénariste, un réalisateur. Il enseigne, il m'a même enseigné à jouer à la télévision, bien que je ne le fais pas souvent. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a un diplôme de l'École nationale de théâtre qui est de 1971. On est en train de lui donner son âge en même temps. Jean-Pierre Bergeron, il fait plein de choses présentement, dont un documentaire, un long-métrage qui est en sous-financement. On va parler de tout ça avec lui. Bienvenue à l'émission, Jean-Pierre. Bonjour, content d'être ici. C'est vraiment le fun. Ça fait 1 an là, que je me disais, il faut que j'invite Jean-Pierre à l'émission. Parce que t'es quelqu'un qui fait partie de notre univers. T'es là depuis longtemps, on t'a vu dans plusieurs séries de télévision. À quelle famille en passant? Oui, ouais. Absolument. J'ai joué le chum de Christiane Pasquier dans Quelle famille. Ouais. Le personnage de Jean La Jeunesse avait comme un kick sur sa secrétaire qui était Christiane. Alors je disais une phrase. Es-tu prête, Nathalie? Je vais la chercher pour aller dîner. Ça a été un de mes premiers rôles. Et oui, ma carrière se passe sur 5 ou 6 décennies. Ouais. Et j'ai 71 ans. Et c'est important pour moi de le dire parce que je me suis posé bien des questions à un moment donné. Et là, je suis rendu au chiffre 7. Ça, c'est parce que j'ai l'air plus jeune. C'est juste une simple question de casting. Là, je veux pas que je veux dire, je pense que je peux encore jouer 57, 58 ans et dans la soixantaine. Là, on m'approche pour ces âges-là d'ailleurs. Mais j'avais un petit peu peur que le chiffre 7 fasse peur aux décideurs, mais il va avoir l'air trop vieux pour le rôle, etc. Ou quoi que ce soit. Mais voilà. Alors, je suis sorti en tant que personne de 71 ans. Avant une autre sortie. Oui. Tu vas me permettre de sortir aussi l'éléphant de la pièce, parce que c'est pas ta première sortie. Tu as fait une sortie du placard en tant que personne de nos communautés LGBT. Oui, absolument. Quand j'ai fait écrire et réaliser mon premier court-métrage qui s'appelait Alone with Mr. Carter, ou Seul avec Mr. Carter, je m'étais dit avant, en même temps que le film va sortir, là, tu vas sortir du placard. Parce que, tu sais, ça n'avait pas de sens que j'écrive quelque chose à contenu clairement gay, très gay, si la notion de très gay existe, là. Ben, je pense pas. Ça se pourrait pas. Je peux faire une blague. Alex Perron, peut-être, je pense qu'il serait très prêt à dire qu'il est très gay, mais ça, c'est autre chose. Hein, mais, en fait, l'intrigue principale était gay. Ouais. Alors, voilà. Ça fait que là, j'ai dit, tu vas sortir du placard dans les médias, chose que j'avais jamais faite. Et mais quoi que dans l'industrie, dans ma famille, dans mes amis, je veux dire, les gens savaient évidemment que j'étais gay. Tu ne le vivais pas mal dans ta vie privée, mais c'était quelque chose dont tu ne parlais pas dans ta vie publique. C'est ça. Et puis je pense que, et j'ai eu peur avant de sortir du placard, parce que, on s'entend que comme auteur, ça n'avait pas de sens là, que je reste dans le placard. C'était impensable, OK? Mais comme acteur, il n'y a rien qui garantissait qu'après ma sortie du placard, on continuerait à m'engager pour, entre autres, des homosexuels ou des personnages qui sont supposément ou probablement hétérosexuels.
Et moi, c'est ce que j'ai joué surtout dans ma vie. Oui, tu as joué des rôles de bourru, de macho, pas mal hein, dans ta carrière. Oui, beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, ben là, regarde, si c'est la fin de ma carrière d'acteur, ou si je suis vraiment typecasté maintenant à jouer des personnages gays, ben ce sera ça. Mais il y avait aussi un élément financier, je m'explique. Ouais. Moi, j'ai gagné ma vie pendant plusieurs années en aussi annonçant des voix de publicité, donc en faisant des voix de publicité, et en annonçant souvent des produits, entre guillemets, typiquement masculins, de l'huile à moteur, des autos, etc. Oui. Et je me disais, là, ils vont-ils encore penser à moi pour ces annonces-là? On est pendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui a été le résultat de ça? Alors, le résultat de ça a été, premièrement, qu'on a continué à m'approcher pour les mêmes rôles qu'avant. Ouais. Ensuite, j'ai continué à faire des voix, y compris de ce genre de produit. Et puis, dans ce style-là. Et les gens se sont mis à penser plus souvent à moi pour jouer des personnages gays. J'ai joué une trans aussi. Alors, puis je suis vraiment très content de jouer des personnages gays, comme dans Fait d'hiver, par exemple. Puis dans Complexe G, c'était une trans. Ouais. Et voilà. Justement, on va entendre quelque chose. Ça va nous faire rire un peu. Toi, tu restes pas ici. Je te fais un nouveau look, tu sacs ton camp. J'ai ta vieille teinture à ma main quelque part ici, des chansons de sac en main. Mais pas être teinture. Rester naturel. Ah ouais. Dans la chambre de bain. Mets-toi tout nu. Pas me mettre tout nu. Mets-toi, connard! Désolé, j'ai de la difficulté à passer cet extrait-là sans rire. Et moi, je vais te dire, je te connaissais comme acteur, comme bonhomme, là, tu sais. Et quand j'ai vu ce personnage-là, j'écoutais Fait d'hiver, il fallait que j'arrête, je ris et je reprenais pour arrêter de rire. J'ai tellement ri. Toi, t'as aimé ce personnage-là? J'ai adoré ce personnage-là, qui était affublé du nom de Yvan Gilles. Alors, sa mère, clairement, était très, très chrétienne. Je n'osais pas le dire, j'attendais que tu le dises. Alors, voilà. Et oui, c'est un super beau rôle. Très content d'avoir joué ça. Ça m'a demandé pas mal de travail. Je m'explique. Moi, d'après les textes, déduction, c'était que son expression de genre était fluctuante. C'est-à-dire que des fois, il était plus, dirons-nous, féminin, et d'autres fois, non. Et d'autres fois, très masculin. Parce que dans l'histoire, il faisait référence à aller acheter ou vendre de la drogue parce que c'était pas un enfant de cœur, là. Hein? Il était un petit bandit, ou un grand bandit. Exact. Oui. Ça fait que donc, il fallait qu'on croie qu'il était capable d'entrer dans un club d'un bar de motards, puis que, je veux dire, ça susciterait rien. T'sais, ça susciterait ni agression, ni mini-agression. Ouais. Mais par contre, des fois, il était carrément féminin. Et donc, j'ai mélangé ces choses-là. Puis comme en plus, il était lui-même très chrétien, il a fallu que je travaille là-dessus. Là. C'était un peu complexe. Et voilà. Mais ça a été vraiment un plaisir de jouer Évangile. Évangile, c'était aussi un personnage qu'on a créé à partir de toi. Puis si je me rappelle bien, on a mis en valeur tout ce qu'on pouvait trouver de défauts, si on peut dire défauts, j'aime pas ça, mais tout ce qu'on pouvait ne pas mettre en valeur habituellement chez quelqu'un. Oui, je pense que tu parles du physique peut-être. Oui, du physique. Oui. Parlons-en, c'est un bon sujet. Oui, moi et les gens avec qui je travaillais l'ensemble, on a décidé que je serais à mon pire physiquement. À mon pire. Alors voici, j'ai baissé mes sourcils parce que ça me donnait un air moins intelligent. Je savais pertinemment que moi, un toupet, c'est terrible ce que ça fait. Ça fait que j'avais un gros toupet. Ça me fait vraiment pas, là. Puis en arrière, il y avait comme une espèce de... Derrière, c'était un peu comme à misère, parce qu'il était miséreux. Et dans les vêtements qui étaient tous horribles, d'un mauvais goût total, ça m'engraissait encore plus. Puis avec ça, je veux dire, je prenais ma face de victime, là, tu sais. Alors, donc, tout ça pour en venir à dire que c'était ça que ça donnait. Puis tu sais, moi, quand c'est un rôle où je suis supposé être correct, à mon avantage, là, je veux dire, je suis méticuleux là-dessus aussi. Mais quand il faut que
Quand il faut que, comme on dit, je me décocrisse, là, il n'y a pas de problème, c'est un beau rôle. Je suis un peu un rebelle de l'apparence, j'explique, je te le dirais. Moi, j'avoue que c'est là que je me suis dit, oh wow, je te connaissais comme acteur sérieux. Là, je te vois dans ce rôle-là, je dis, ce gars-là, il a du fun. Ça paraissait que tu aimais ce rôle-là. Tu avais du fun. Nous, on riait. D'abord, c'est une série extraordinaire. Les gens qui n'ont pas vu Fait divers, allez sur tout.tv, c'est extraordinaire. Et on parlait de coming out, parce que là, c'est ça, là, on a parlé de ton coming out en tant que personne de nos communautés, mais avec le long métrage sur lequel tu travailles maintenant, tu parles de ton âge parce que ça fait partie aussi du long métrage. Oui, je parle de l'âgisme parce que la situation est la suivante. Que ce soit au Québec, aux États-Unis ou sans doute probablement n'importe où dans le monde, il y a très, 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 très peu d'hommes gays âgés dans les personnages, dans les fictions. Et excuse-moi, je vais être bien plate. Soit qu'on est tous des vieilles sacoches finies, puis on est plate, parce que moi aussi, je suis âgé, là, j'ai 62 ans, ça fait que je suis pas très loin derrière toi. Puis souvent, je me reconnais pas dans ces personnages-là. Ou si on les présente, c'est toutes des victimes, ils sont toutes plates, puis toi, tu présentes autre chose. Oui, je présente autre chose. Je présente des hommes gays, comment dirais-je, comme toi et moi, qui sont pas extrêmes dans leur expression de quoi que ce soit. Non. Qui sont plus comme la moyenne du centre, là, tu sais. Alors, c'est pas des hommes qui sont très féminins. Il y en a un qui est pas très masculin. Celui qui est très masculin, c'est très soft, je dirais. Et tout ça pour en venir à dire que de toute façon, il y a à peu près pas de personnage de gay âgé. Et moi, il se trouve que je suis gérontophile, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par les hommes âgés. Et on a un nom, c'est la gérontophilie. Ah oui? Oui. Ben écoute, je vais être moins niaiseux en sortant de cette entrevue-là aujourd'hui. Absolument. Écoute, absolument, dans le sens, oui, on a un nom. Les gérontophiles, c'est pas du tout une maladie mentale, évidemment. D'ailleurs, ça, c'est un combat des gérontophiles, parce que quand tu es gérontophile, tu reçois des microagressions. Oui. Par exemple, quand j'avais 22 ans, je commençais à aller dans les bars, etc. Mes amis, ils disaient pas ça méchamment, mais ils étaient tous, eux autres, intéressés par des gars de 20-25 ans, puis moi, par des messieurs aux cheveux gris. Fait que là, je restais dans un 3e étage. Je disais, fais attention, tes scores, ils vont faire une crise cardiaque en montant 15 étages. C'est drôle, mais ça ne l'est pas, oui. C'est drôle, mais ça ne l'est pas. Ouais. Puis je veux dire, c'était une microagression quand même, mais je leur en veux pas, là, tu comprends-tu? C'est la grande soupe de la jeunesse, là. Mais il y a encore des gens, je pense à une couple de personnes en particulier, qui vraiment me regardent drôle quand je leur dis que j'aime les hommes âgés. C'est pas du mépris, c'est juste qu'ils... Pour eux, parce que c'est pas standard, ça fait comme un peu déranger leur conception du monde, peut-être. On est dans une société qui ne valorise pas les cheveux gris, qui ne valorise pas l'expérience, mais qui valorise davantage la jeunesse, les nouvelles idées, les nouveaux concepts. C'est correct, là. Mais quelque part, il devrait y avoir de la place. Mais donc, ton film parle des relations difficiles, hein, pour les hommes d'un certain âge, donc de 71 ans ou 62 ans dans mon cas. Exactement. Toujours est-il qu'on a même, sans trop révéler de punch, on a un LGBT dans le film qui est même proche 90 ans, en tout cas. Et là, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai commencé, moi, à cruiser sur le web, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans. Puis je veux dire, c'était vraiment Facebook puis Messenger, là, tu sais, c'était comme bien simple. Et là, il y a un gars et moi, on est tombés en amour. C'était une relation à longue distance. C'était extrêmement passionné, émotivement très connecté, etc. et tout. Puis il m'a ghosté à un moment donné. Ça, c'est épouvantable. Ghoster, là, c'est quand quelqu'un vous répond plus, vous ignore complètement. C'est épouvantable. Ah, c'est terrible. Ouais. Alors moi, ça, là, ça m'a fait mal, là. Dans ma vie d'adulte, c'est probablement la chose qui m'a le plus fait mal. Et ça a été du travail pour m'en sortir. Ça m'a pris 1 an là, de thérapie et tout ça, tu sais, pour m'en sortir. Mais j'avais lu que tu avais même eu des pensées suicidaires là-dessus. Oui, et c'était la première fois que ça m'arrivait depuis l'adolescence. L'adolescence, c'est...
je pense que plusieurs personnes gays, comme moi, puis d'autres, on a pensé au suicide, là. Puis moi, j'ai pensé au suicide parce que, je veux dire, j'étais blessé, c'était effrayant. Alors là, mais là, je me suis rendu compte que on était toute une communauté sur Facebook d'hommes gays âgés. Mm-hmm. Parce que c'est quand même, tu sais, il y a toute une communauté là, internationale de gays âgés. Et j'ai commencé à parler avec certains de mes amis qui étaient des gays âgés, qui sont des gays âgés, puis qui avaient vécu des choses très semblables. Pas nécessairement avec un homme de 60 ans, là, mais qui s'était fait ghoster. Ça fait que j'ai dit, ben ça, c'est ton film. Ça fait que là, j'ai écrit là-dessus. Je veux dire, la vie m'avait envoyé un citron, fait que j'ai fait de la limonade. J'espère qu'elle va être bonne. Et justement, c'est assez admirable parce que ce film-là, tu t'es dit, là, j'attends pas, après plein de financements, je pars mon affaire moi-même. Parle-nous un peu comment tu as géré le financement de ce film-là. Parfait. Ben alors donc, premièrement, moi, depuis mon court-métrage Alone with Mr. Carter, j'ai écrit 3 longs-métrages. Il y en a 2 qui sont encore en financement parce qu'ils ont besoin de des budgets qui sont de 500 000 à 1 million. Ouf. Et donc, moi, c'est sûr que j'aimerais recevoir de l'argent de Sodec et Téléfilm. Là, ça, c'est bien certain. Mais là, moi, pour mon 3e, c'était tellement urgent. Tu sais, il y avait eu tout mon ghosting, tout ça. Puis là, moi, je disais, regarde, on me fait ça tout de suite. Là, je veux faire ça tout de suite. Et là, toujours est-il que j'ai mis de mon argent personnel. Grâce à Facebook, j'ai trouvé un associé extraordinaire qui lui aussi a mis de l'argent. On a calculé ça, puis on a dit, bon, puis avec les crédits d'impôt qu'on va avoir, puis un petit peu de sociofinancement, on va être correct. Alors, ça fait que donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a recruté une équipe technique extraordinaire, beaucoup de gens relativement jeunes, mais tu sais, il y a tellement de monde maintenant qui sortent des écoles de cinéma, puis qui sont très, très bons. Et donc, et on a eu des personnes aussi avec énormément d'expérience là, sur l'équipe. On tournait en janvier. Les gens sont moins occupés dans ce temps-là. Ouais. Alors, excuse-moi. Désolé. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le film. Je ne voyais pas d'autre solution rapide, en tout cas. Et non, je ne voyais pas d'autre solution rapide, c'est ça. Et voilà. Fait que là, c'était tourné, mais il manque un peu de sous pour finaliser le tout. Tu es en campagne de sociofinancement. Ça, c'est assez extraordinaire. Tu commences à presque arriver au bout de tout ça, là. Oui, alors le sociofinancement, c'est pour les coûts de finition, c'est-à-dire pour améliorer la couleur, améliorer la musique, que tout ça vraiment soit le mieux qu'on peut. Et on a une cible de 20 500 $ canadiens, et nous avons amassé pour le moment 85% des fonds. Wow, c'est bon ça. Et là, c'est merveilleux de voir le soutien que j'ai, mais vraiment, là, c'est sûr que l'argent, c'est le fun, ça fait du bien, là, mais le soutien, beaucoup de gens de la communauté, des gens aussi qui sont des amis de la communauté, clairement. Tu sais, je sens beaucoup de support. Parce que ce sous-financement, ça marchait très bien il y a plusieurs années. C'est de plus en plus difficile de le faire, mais j'aime beaucoup comment tu le fais. Hein, les gens, tu ne demandes pas aux gens, là, minimum, donnez-moi 200. Non, tu prends tous les dons. Hein. C'est vraiment intéressant comment tu prends. 10 $, 20 $, ouais. Absolument. Tous les dollars nous aident. Ouais. Parce que c'est très, très cher, la post-production. Alors, voilà. Fait que je suis bien content que ça avance, mais il reste encore du temps pour contribuer au sociofinancement. Oui. C'est sur Indiegogo. Indiegogo, écoute, il faudra te donner le site exact en fin d'entrevue, mais effectivement, c'est intéressant comme processus. Moi, j'avoue que je suis épaté de voir que ça fonctionne aussi bien que ça. Merci. Puis, écoute, moi aussi, je suis vraiment très, très content parce que je ne savais pas qu'on arriverait à ça, tu comprends? Il n'y avait pas de garantie là, au départ. Ben, on va espérer que peut-être avec cette entrevue, le 15% qui manque va rentrer assez rapidement après ça. Ça serait merveilleux. Ça serait le fun. C'est quand même intéressant de ce dont tu parles, ce film, tu le fais en anglais. Il y a une raison pour ça, j'imagine? Oui, je l'ai fait en anglais et la première raison, c'est une question d'authenticité. Moi, toutes mes histoires d'amour, sauf une, ont toujours eu lieu en anglais. Et j'ai fait partie d'une famille anglophone à une époque où mon conjoint
était anglophone et c'était vraiment... Puis tu joues beaucoup en anglais et tu as étudié à New York aussi. J'ai étudié à New York, j'ai joué en anglais. Et aussi, mon père vient du Massachusetts. Alors, ça, moi, enfant, ça m'intriguait, puis ça a beaucoup marqué, même si j'ai grandi en français. Là, et donc, il y a ces raisons-là. Puis il y a aussi, pour parler peut-être d'un autre éléphant qui est dans la pièce, c'est que mon premier public, c'est la communauté gay. Je veux dire, je pense que ça va intéresser d'autres gens aussi. Mais la communauté gay est très internationale. Tout à fait. Et ce n'est pas, à mon avis, et on se parle beaucoup en anglais quand on a des amis polonais ou italiens, etc. Et c'est anglais dans le sens, tu sais, l'espéranto. Il y avait une langue. À un moment donné, il y a des gens qui ont essayé de créer une langue universelle au 20e siècle, ça s'appelait l'espéranto. Ben, dans tous les cas, écoute, c'est matière à interprétation, mais la communauté gay se parle vraiment beaucoup en anglais internationalement. Et donc, je trouvais que c'était la meilleure façon. En français, ça va s'appeler « Les vieux sur l'oreiller ». Ah, c'est bon! Merci. Oui, c'est un bon titre. Donc, il va y avoir quand même une traduction, puis pas une traduction, mais on va l'avoir en français. Là. Oui, puis moi, j'aimerais diriger le doublage et qu'on fasse le doublage en québécois. Ah, ça serait une bonne idée. Ah, ça sera le fun. Moi, Jean-Pierre Bergeron, ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu es dans l'urgence de vivre. Tu m'as dit l'autre jour, j'ai 71 ans, là, j'attendrai pas à demain, il faut que ça se fasse maintenant. Exactement, c'est ça. C'est important pour toi. Oui, c'est très, très, très important parce que, je veux dire, le but de ma vie, moi, c'est quand je vais décéder, c'est de décéder sans regret. C'est-à-dire, et ça inclut que j'essaie maintenant plus que jamais, dans les années à venir, de livrer quelque chose, de contribuer quelque chose qui me rend content et qui peut-être aide aussi la société. Ça fait que c'est ça. Mais tu as aidé beaucoup la société dans d'autres fonctions aussi, puis j'aimerais ça qu'on entende ce prochain extrait. Les gars, je veux pas casser le party, mais le consentement sexuel entre hommes, ça existe. Alors, avant d'avoir du fun, ça prend le consentement de l'autre, en tout temps. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'aussi bien rester à la maison puis jouer tout seul. Encore une fois, moi j'ai le rire facile, mais il faut dire que c'est drôle. Ça, c'est une campagne qui était pour rappeler aux gars que avant de se taponner, il faut avoir le consentement. Exactement. Puis on t'a choisi pour faire la voix, puis vraiment, on a choisi la bonne voix pour le faire. Merci. C'est un très bon texte, vraiment. Oui. Là, tu sais. J'ai bien aimé ça faire ça. Je vois que de plus en plus, tu sais, ta sortie du placard, qui est quand même arrivée tard dans la vie, 2011, donc ça fait juste... J'avais 60 ans. Ouais. Et que depuis ce temps-là, tu as du plaisir, tu te laisses aller, c'est le fun. J'ai du plaisir, puis s'il y a des choses où je peux aider par ma présence la communauté, moi, je suis toujours disponible. Fait que, voilà. Alors, si les gens veulent t'aider pour finaliser ce magnifique film, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il s'agit d'aller sur Indiegogo. Oui. Et, un instant... Oui, j'ai le site web, moi aussi, j'essayais de trouver. Je l'ai. Alors, c'est Indiegogo, c'est indiegogo.com. Voilà. Et là, on va dans Projects, en fait, en anglais. Et puis, c'est Old Guys in... Mais je pense que si on fait Old Guys in Bed, on va finir par arriver sur... Je crois que si tu googles ou Bing ou Old Guys in Bed, ouais. Indiegogo, tu vas arriver direct là. Sinon, on fouille Jean-Pierre Bergeron, on va finir par arriver là aussi. Oui, puis j'ai le HTTPS, si tu veux, là, rapidement. C'est https://igg.me/at/ Old Guys in Bed en un mot, /. Nous, on va le mettre aussi dans nos promotions de cette émission. C'est incroyable, on a presque terminé nos 25, mais on a un petit peu encore de temps. On va parler de tes projets. Sur quoi tu travailles et qu'est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles?
D'accord. Alors, d'abord, il y a samedi, c'est la première de l'ouragan Fuck You Tabarnak, qui est un long métrage magnifique de Arabal, dans lequel je joue un caméo. C'est très court, mais je veux dire, c'est le fun. Et présentement, je tourne La Dernière Communion, qui est une série web et qui ira, je crois, à la télé aussi, là, parce que Télé-Québec est là-dedans, sur 3 membres du clergé, des frères, comme dans Frères du Sacré-Cœur, qui ont 65-70 ans et qui décident du jour au lendemain de défroquer pour refaire leur vie. Et c'est vraiment un beau projet. Il y a Guy Jodoin, il y a Fayolle Jean, il y a Louise Portal aussi, et donc, voilà. C'est bien fun de faire ça. Jean-Pierre Bergeron, j'aurais pu passer des heures avec toi aujourd'hui. C'est tellement le fun d'avoir le temps de se jaser et de partager avec notre public. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre qu'à 71 ans, la vie ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Ah non, absolument. Puis, j'ose te poser la question, es-tu en amour, là, ou c'est encore en recherche? Non, je ne suis pas en amour, puis je ne suis pas en recherche non plus. J'ai regardé mon agenda pour les X prochaines années, là, mon agenda. Il n'y a pas de place pour un chum. Il n'y a pas de place pour un chum en mot simple, c'est ça. Je fais des films à la place. Moi, j'ai adopté un chien, ça va aussi bien aussi. Ah, écoute. Non, là, il faut faire attention, les gens vont mal interpréter ça. Voilà, il reste à terre. Je comprends très bien. C'était Jean-Pierre Bergeron, donc notre invité cette semaine à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Jean-Pierre Bergeron qui travaille sur un long métrage, Old Guys in Bed, qu'on a hâte de voir en 2024, j'imagine. Oui, Les vieux sur l'oreiller. Les vieux sur l'oreiller. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Wow, ça c'était vraiment une entrevue le fun. Ça fait du bien d'avoir des entrevues comme ça où on parle de choses positives avec des gens positifs dans nos communautés. Et puis ça se poursuit, hein. Nous, on a une deuxième partie d'émission. Alors, la biographie d'Elliot Page et le roman Elias et Justine à la chronique Lire comme dans Queer, avec Lire c'est Queer, pardon, avec Brian Saint-Louis. Et à Voile et à vapeur, on parle de Destination Sud, mais pas des États-Unis. Non, on vous envoie pas là. Alors, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On est courageux, mais on n'est pas téméraire. Après la pause, on continue. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 45. En cette deuxième partie de notre émission et balado de l'Action de grâce, 2 chroniques. On va parler de la biographie d'Elliot Page et Elias et Justine à la chronique Lire, comme dans Queer, hein, avec Brian Saint-Louis. Et à la chronique À voile et à vapeur, Destination Sud, mais pas aux États-Unis. Non, on vous envoie pas là. Car à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on est courageux, mais on n'est pas téméraire. Se lève avec Denis Martin Chabot. Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque. Lire, c'est Queer avec Brian Saint-Louis. Bon, Brian, on t'a pas trop fait peur avec ce cri. Il faut que tu allumes ton micro quand tu vas me parler. Oui. Oui, on t'a pas trop fait peur avec ça? Oui, ben non, ça va bien. Oui, je vais m'habituer. C'est ma première de la nouvelle saison. J'arrive tard cette année, au mois d'octobre. Oui.
Ben, on a commencé avec une semaine, ouais, avec la première semaine de septembre on n'était pas en onde, mais bon, on commence un peu tard, mais c'est bon, t'es là, c'est ce qui compte. Alors, cette chronique, donc, Lire, c'est queer. Ben oui, on va parler de littérature qui touche nos communautés, comme on l'a fait l'an dernier. Et on commence donc, Brian, qu'on rejoint à Québec et qui utilise toujours et encore les pronoms et les accords masculins. On commence donc avec une biographie, celle d'Eliot Page. Oui, oui, Elliot Page, vous en avez peut-être entendu parler de ce livre-là. Ça a été quand même une sortie très importante, un livre qui est sorti à la fin du printemps, mais dont il faut toujours parler. Elliot Page, c'est cet acteur que vous avez peut-être connu sous le nom d'Ellen Page. C'est un acteur donc, qui a transitionné, qui est devenu un homme. On a pu le voir dans des séries de films de super-héros comme X-Men. On l'a vu au cinéma dans Inception, Hard Candy, dans Juno. C'est là que moi, je l'avais connu, une performance qui lui avait aussi permis d'être nommé aux Oscars. Son dernier projet, ça semble être toujours le dernier volet des Chroniques de San Francisco qui a été tourné pour Netflix. Après son coming out lesbien en 2019, elle était par contre toujours alors Ellen Page, mais son personnage était quand même très queer. Et là, en 2020, Ellen Page a fait son second coming out. Elle est devenue comme trans et elle est devenue Elliot Page. Maintenant, on utilise les accords il avec elle, si je comprends bien. Parce que c'est ça, ici, on a à faire une traduction. Donc, ici, tout était au masculin. Donc, j'espère que je vais bien respecter ses accords. Donc, vous avez probablement entendu parler de cette transition-là. Ça fait couler vraiment beaucoup d'encre. Il y en a qui ont salué cette sortie-là. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont critiquée. Et on voit à quel point la question des personnes trans, ça reste excessivement sensible. Je vous l'ai dit, ça a été publié à la fin du printemps, mais je me l'étais gardé tout l'été. J'ai dit, je vais le lire juste au moment de revenir ici à l'émission. Et j'ai lu ce livre-là précisément la semaine où on faisait face aux grosses manifestations un peu partout au pays. La marche des millions de personnes sur des 77 villes, je ne sais pas s'ils étaient 1 million, mais ils ont fait bien du vacarme en tout cas. Voilà. Donc, c'est sûr que ça a un peu teinté ma lecture parce qu'on ne parlait que de ça et moi, j'étais plongé dans l'histoire d'Ellen Page. Ça fait 2 fois qu'on me demande depuis. Puis, comment tu as trouvé ça, la lecture de ce livre-là? Tu l'as lu. Le mot qui me vient spontanément aux lèvres tout de suite, c'est violence. Ah Je ne sais bon? pas pourquoi. C'est un livre qui est vraiment pas facile. On voit qu'elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Elle, maintenant, il a eu un beau parcours professionnel, mais une vie personnelle tellement difficile. Oui, il a eu la quête d'identité, mais tout le reste de sa vie, c'est excessivement difficile. Donc, une enfance qui commence en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui est assez difficile. Elle a eu des rapports très difficiles avec son père et sa belle-mère, qui l'appréciaient pas vraiment, une atmosphère agressive avec les autres enfants, beaucoup de moments seuls, des parents qui insistaient beaucoup pour que la jeune Hélène se tienne avec des amis de filles plutôt qu'avec des amis garçons. Mais là, déjà, il y a des questionnements dans son esprit, le corps qui change, là, on arrive à l'adolescence, les stéréotypes qui embarquent, beaucoup de choses comme ça. Et le métier d'acteur aussi qui commence assez tôt, où on lui demande déjà de correspondre à une certaine image de la jeune fille. On lui demande de porter des vêtements qui ne lui plaisent pas. Et ça, déjà, ça commence à peser sur la conscience d'Ellen Page. Là, on va entrer vraiment aussi dans le milieu du cinéma. C'est pas un portrait très reluisant du milieu du cinéma qu'elle nous fait. On est plus proche du milieu de Harvey Weinstein que du conte de fées, là, vraiment. Elle est assez jeune à ce moment-là, elle n'est pas toujours bien accompagnée, elle est vulnérable, elle se débat toujours avec les tiraillements internes qu'elle a. Et là, c'est ça, il y a des stalkers qui la harcèlent, il y a du harcèlement sexuel, il y a des abus, il y a des commentaires homophobes, il y a beaucoup de souffrances psychologiques, elle s'inflige aussi des souffrances physiques. C'est pas raconté pour donner un show, c'est quand même pour nous expliquer, bien, c'est ça qui est arrivé et c'est un peu ça qui m'a formé. Puis c'est toujours dans un contexte de réappropriation de son histoire. Et il le dit toujours, j'aurais aimé ça être plus fort à ce moment-là, j'aurais aimé ça être capable de m'imposer. Il y a des choses qui ne se faisaient pas, qui n'avaient pas d'allure et je n'ai pas été capable de prendre ma place à ce moment-là. On chemine avec lui dans tout ça. Et là, il va y avoir le premier coming out lesbien qui a fait beaucoup de bruit, qui était libérateur, mais qui était difficile. Et ensuite, le deuxième coming out trans, qui lui dit encore plus libérateur, mais encore plus violent, justement. Il a dit, j'ai eu des commentaires depuis ce moment-là qui sont excessivement violents, difficiles. Et là,
il se livre beaucoup dans la biographie. On va dans le très intime. On va vraiment là, dans le ressenti de tout ce qui s'est passé. J'ai une amie qui l'a lu également, puis elle m'a dit, mon Dieu, il y a aussi beaucoup de scènes de sexe. Il y a des descriptions d'actes sexuels dans ce livre-là. Elle dit, je trouve que c'est un peu trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais moi, je trouve que justement, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens continuent de se poser par rapport aux personnes trans. Comment ça se passe? Comment ça c'est votre intimité ou juste comment vous vous sentez? C'est pas des descriptions seulement pour décrire puis attiser, c'est vraiment pour expliquer comment il se sentait à ce moment-là, c'était quoi son état d'esprit. On n'est pas dans le voyeurisme, on est plus dans l'éducation. Regardez, c'est ça que j'ai vécu. Donc, beaucoup de réflexions. On voit, c'est ça, là, comment c'est de se sentir, quand on grandit et qu'on est dans un corps qui devient celui d'une femme alors qu'on se sent garçon, comment ça se sent. Donc, c'est un livre, c'est ça, quand même assez difficile. Il y a beaucoup de passages qui sont durs à lire, mais il y a quand même des moments de lumière, là, je vous rassure. Elle a des bons amis, elle a des bonnes connexions, il y a la famille choisie qui arrive à un moment donné, l'acceptation de soi. C'est un voyage qu'elle nous fait vivre, mais c'est ça, c'est quand même un livre intéressant, puis que plus de gens devraient lire, parce que ça nous fait vraiment rentrer dans l'intimité d'une personne trans qui prend le temps d'expliquer les choses, qui prend le temps d'expliquer comment ça s'est passé à partir du plus jeune âge. Donc, s'il y avait plus de gens qui lisaient ce genre de témoignages-là, probablement que le monde s'en porterait beaucoup mieux parce qu'on comprendrait un peu mieux c'est quoi la réalité de ces gens-là. Même des gens LGBTQ+, là, parce que ça reste des histoires complètement différentes de ce qu'on vit, mais si nous, on a affaire à des coming out, on a des histoires comme ça, c'est jamais de ce niveau-là. Donc, un livre vraiment assez difficile, qui brasse beaucoup de choses, mais fort intéressant quand même, cette biographie d'Elliot Page. On va se cotiser, puis on va peut-être en envoyer à certains politiciens, parce que je sais que M. Legault lit souvent, peut-être que c'est un livre qu'il pourrait lire, ou peut-être d'autres politiciens qu'on nommera pas, mais ça ferait peut-être du bien de comprendre, puis on aurait peut-être moins de manifestations de haine comme on l'a vu. Oui, c'est ça. Ben, il est devenu un peu le porte-étendard justement des personnes trans. C'est quelqu'un de connu, mais oui, ça serait à mettre sur la pile de livres de plusieurs personnes, si vous voulez mon avis. C'est publié en français chez les éditions Kéro. Donc, une lecture à lire, en fait, un livre à lire. On en a parlé la semaine dernière. J'ai reçu Samuel Larochelle, qui est l'auteur de Elias et Justine. On a parlé avec lui de ses projets d'écriture et de qu'est-ce qui l'a inspiré. Toi, tu as lu le livre, moi aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ça, la semaine passée, oui, on peut réécouter l'entrevue que tu as réalisée avec Samuel Larochelle, qui nous parle de ce nouveau roman-là, qui est un de ses nombreux projets de l'année. Il fait aussi paraître une biographie de Louise Portal pour ceux qui aiment beaucoup cette chanteuse-actrice et aussi écrivaine. Alors là, on va suivre l'histoire dans ce roman-là, pour résumer rapidement. Justine et Elias se rencontrent à Paris. Elle vient de se faire laisser par son chum. Elle avait un voyage de prévu avec lui. Elle décide d'y aller seule. Lui est à Paris pour rencontrer ses amis une dernière fois. Il a étudié à Paris. Il va retourner au Liban, mais bientôt, il va immigrer au Québec pour venir y refaire sa vie. On comprend assez vite qu'il est un homosexuel. Là, ils vont avoir un coup de foudre ensemble, mais qui ne sera pas sexuel, qui va être vraiment un coup de foudre d'amitié. Et là, tout le hasard faisant bien les choses, ils vont se retrouver au Québec et ils vont prendre beaucoup de place l'un l'autre dans la vie de l'autre. Là, ils vont vivre, sans vendre tous les punchs, bien sûr, une quête d'acceptation de leur vie, de leur identité. Ils vont se questionner sur leurs projets, sur ce qu'ils veulent, où ils en sont dans la vie. Justine, elle a des questionnements de femmes dans la mi-trentaine. Elias, lui, va jongler plus avec les tourments de s'accepter comme gay, lui qui vient d'une culture plus conservatrice, se retrouve dans un Québec qui n'est pas toujours aussi ouvert qu'il le devrait. Il y a des pulsions de corps et de cœur qui ne sont pas toujours compatibles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre-là. Il y a aussi d'autres personnages secondaires. Ils ont des amis, des parents, d'autres conflits. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne voudrais pas vendre tous les punchs, mais je pense que je n'y arriverai pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce généreux roman-là, qui est quand même le plus long qu'a écrit Samuel Larochelle. Moi, c'est un livre que j'ai lu un peu comme si c'était une série télé, un téléroman. Je ne sais pas pour toi. Moi, c'est une histoire qui était vivante, qui est pleine de personnages colorés. Les personnages sont attachants. Il y a une trame principale. Il y a plein de petites histoires autour. Samuel Larochelle est vraiment arrivé à nous faire créer un univers vivant, attachant, avec des personnes qu'on aime beaucoup. Si j'avais un bémol,
c'est que du côté de l'écriture, c'est pas aussi plein de poésie et de subtilité qu'on voudrait pour vraiment un roman, une histoire plus littéraire. Moi, tout le long, là, je continue de voir vraiment comme un projet télé. Ce n'est pas un roman qui prêche vraiment par la qualité de l'écriture. On y va pour l'efficacité, la trame, l'histoire. C'est très visuel. Il y a beaucoup de dialogues, des fois qui sonnent un peu plaqués par contre. Puis on voit aussi venir souvent des punchs un peu d'avance, donc c'est un petit peu décevant pour ça. Il y a quelques tics d'écriture aussi. On voit souvent l'auteur derrière le livre fait beaucoup d'énumération de produits culturels, de chanteurs, de livres, de séries télé. On sent que c'est des choses qui se fait plaisir à placer des trucs très précis dans son écriture. Une fois ou deux, ça va, mais il y en a quand même beaucoup dans le roman. Puis à la longue, ça vient, moi, je trouvais ça un petit peu agaçant, peut-être comme réflexe d'écriture. Ça m'a fait un peu décrocher dans ma lecture, mais là, si je fais une critique littéraire ici, mais sinon, quand même, globalement, des thèmes modernes, des questions dans l'air du temps. On parle d'immigration, de maternité, de masculinité. On est dans ce style plus pop-là qui s'attarde beaucoup plus à l'histoire qu'à la littérature. Il y a parfois un petit peu trop de jovialité, là. Les grands changements puis les tiraillements se règlent quand même assez rapidement et facilement par moment. J'ai quelques réserves par rapport au style, mais c'est un roman, c'est ça. Positif, optimiste, c'est lumineux. Ça amène la littérature plus queer dans les rayons des romans plus populaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Et Samuel Larochelle disait en post-scriptum qu'il voulait faire un roman où on parle d'amitié, de grandes amitiés qui nous fait faire des grands pas dans la vie. Ça, je pense qu'il a réussi très bien. C'est des beaux personnages. Puis c'est surtout ça qui va nous rester après cette lecture-là. Il faut juste passer par-delà le style. Ceux qui aiment plus le style littéraire, vous aurez peut-être des petites réserves, mais pour l'histoire, c'est très intéressant quand même. Elias et Justine, publié chez Druide, comme sa biographie de Louise Portal aussi. Dont on parlera une autre fois certainement. D'ailleurs, Samuel, en entrevue la semaine dernière, nous avait dit qu'il aimerait bien voir son roman en série télé ou en film. Sur ça, je le vois bien. sur ça, Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit on se reparle le mois prochain. Oui, merci beaucoup. À la prochaine. À voile et à vapeur. Avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. À voile et à vapeur. Salut, comment ça va, Pascal? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Là, c'est la reprise. Là. Ah oui, hein, c'est chronique voyage. Oui. Ben moi, je sais que tu arrives de vacances, alors tu as l'air reposé. Moi, je te vois, les auditeurs ne te voient pas. Moi, je te vois par la magie de nos visioconférences. Hein? Ben oui, je reviens de vacances. Là, je reviens d'une semaine en République dominicaine. Ce fut très agréable. Je vais en parler justement un petit peu dans ma chronique pour donner une petite idée là aux gens. Je voulais faire un petit peu le tour aujourd'hui. Des destinations. Comme l'hiver. Oui, l'hiver s'en vient, même si on ne veut pas trop y penser, mais l'hiver s'en vient. On est aujourd'hui l'Action de grâce, alors dans pas longtemps, on commence déjà à ramasser des feuilles, il va commencer à faire plus froid. Et on commence à vouloir aller dans le sud. Puis nous, on a décidé qu'on n'enverrait pas le monde dans le sud des États-Unis. On va les envoyer dans le sud, dans les Antilles, peut-être. Dans les Antilles, c'est ça. Ben, je voulais rappeler aux gens surtout que, bon, comme destination, bien sûr, les gens qui veulent partir cet hiver, je dirais de commencer déjà à planifier, hein, parce que oui, l'automne est à nos portes, là, présentement. Et puis, je regarde pour certains départs en janvier, février, mars, ça commence à avoir des dates qui sont un petit peu plus difficiles. Le fidèle Puerto Vallarta qu'on connaît bien, les gens qui aiment aller là pour la fête, pour sa plage gay, pour tout ça, c'est de commencer à penser à réserver de bonne heure parce que il y a certaines dates qui commencent déjà à être pas mal occupées. On a bien entendu, je vais parler un petit peu des produits pour la communauté connus et comme je disais tout à l'heure, il y en a un que j'aimerais proposer un petit peu à nos auditeurs qui fait un petit peu de changement.
Donc après ça, après Puerto Vallarta, pour les gens qui veulent partir cet hiver, bien sûr, on a toujours Cayo Largo, l'île de Cayo Largo, qui est maintenant gérée par la compagnie Sunwing sur place. Donc pour les gens qui ont un petit peu peur, on a souvent des questions avec Cuba au niveau de la nourriture. Je peux vous dire que par rapport à ces derniers temps, là, dernièrement, il y a quand même une amélioration. Et Cayo Largo est une destination qui est desservie, la nourriture est importée par Sunwing à chaque vol. Donc, les gens qui ont un petit peu peur, soyez rassurés qu'au niveau de la nourriture, du côté de Cayo Largo, il y a moins de problèmes qu'ailleurs. On va parler aussi de Cayo Coco, qui est le Mutu Rainbow, qui est toujours le fidèle l'hôtel que tu connais. Oui, je suis allé l'an dernier, oui. Exactement, un hôtel, je l'ai pas mal vendu ces derniers temps à travers la saison d'été. On a toujours des bons comebacks, des bons commentaires pour la clientèle qui désire avoir un environnement qui est vraiment exclusivement presse, qui sont hétéro-friendly si on veut, mais pour un environnement qui est gay. Tu sais. Et puis on parle de toute la communauté maintenant, on en entend beaucoup parler, Oui. on parle de trans, on parle de gens, De de femmes, toute de la, femmes lesbiennes, de oui, oui. femmes lesbiennes. Ils sont ouverts vraiment. Il y a des shows de drag queen à l'hôtel. En fait, Ils moi, je essayent. dois dire, quand on arrive en autobus, plus souvent qu'autrement, on est accueillis par des membres de l'équipe. Ils ont des danseurs, des danseuses, et plusieurs des danseurs, danseuses ils font du drag ou de la drague, et ils nous accueillent justement en drag queen lorsqu'on sort de Ouais. l'autobus, ouais. Oui, pour se mettre dans l'ambiance. Et puis moi j'ai souvent des questions de genre, tu vois, c'est drôle parce qu'il y a un groupe le 26 janvier qui à cet hôtel-là. Malheureusement, même si j'en parle, il est complet. Maintenant, le voyage est complet. Air Canada offrait une semaine au chill out le 26 janvier. Il est complet. Et il me reste 2 chambres pour les gens qui seraient intéressés, 2 chambres en occupation double. Là, c'est les seules qu'il y a sur le marché pour participer parce que moi, j'ai acheté des chambres là. Mais c'est un événement quand même qu'ils font chaque année maintenant. C'est la deuxième année qu'ils vont faire un événement. Et c'est départ le 26 janvier On à cet appelle ça hôtel-là. le chill out, donc c'est un party là, toute la semaine, c'est ça? Ouais, toute la semaine, le bal en blanc, il y a les soirées, ils demandent aux gens d'apporter des talons. En tout cas, c'est vraiment toute une semaine de fête. C'est sorti, je pense, début, mi-juin. Puis ça s'est rempli quand même, on entend de le dire. Tous les gens qui ont été l'année passée voulaient y retourner. Moi, j'avais un groupe de 30 personnes et c'est pratiquement tout rempli. Il me reste 2 chambres et une suite, je pense, sur le marché. Donc, c'est un événement qui est quand même le fun parce que c'est rare qu'il y ait un départ de groupe francophone au départ du Québec. Il y a des gens de Toronto, mais je pense que le plus de sièges est de Montréal. Et c'est toujours un événement qui est... Puis c'est pas des produits qui sont vraiment très chers. Donc, ça peut être... pour la prochaine version, la prochaine année, là, je dirais, pas celle qui vient parce qu'elle est complète, mais l'autre, aux gens d'y penser. Et je C'est voulais toujours la aussi dernière parler... semaine, juste pour qu'on soit clair, c'est toujours la dernière semaine du mois de janvier, c'est ce qu'ils appelle le chill out. C'est un party, carrément, où Ouais, on s'amuse autour de la piscine. Et je peux vous exactement. assurer on peut s'amuser et boire beaucoup autour de la piscine, si on veut. Ouais. Ouais, c'est festif. Je dirais que si tu vas là pour te reposer une semaine et puis pas entendre de musique ou quoi que ce soit, c'est pas la place que tu dois aller. Non. Alors, je dirais que moi, je reviens dans l'hôtel quand même qui m'a assez surpris. Je suis allé en République dominicaine, je suis allé du côté de Samana, qui est sur le même côté que Punta Cana, si on veut, et je suis allé au V Wyndham Samana, qui est un hôtel 4 étoiles, 4 étoiles et demie. J'étais vraiment agréablement surpris du nombre de couples, parce que c'est un hôtel adulte seulement. C'est un hôtel qui est à peu près de 250 chambres, qui a une très belle plage, qui a pas de sargasses. Pour les gens qui ont peur des sargasses, là, on entend beaucoup parler là, ces derniers jours de la recrudescence des sargasses du côté de la rivière Amaya, de certains endroits là où c'est plus. Les gens qui aiment se baigner. Du côté de Samana, au niveau... Les sargasses, donc on parle de petites bestioles qu'on trouve dans l'eau, là. Les algues, on parle Les des algues, algues, OK. Ah, ça les brûle, ça, algues oui, c'est sargasses. ça, Ouais, ça brûle. Juste ouais puis... ouais, pour être clair, hein, un hôtel pour adultes seulement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Oui, Il n'y a il n'y a pas pas d'enfant. d'enfants. Donc, Exactement. des fois, ça fait du bien. Alors, On aime les enfants, mais ben, des fois, ça fait du bien de ne pas en avoir autour, ouais. exactement, c'est un environnement et comme je dis, j'étais surpris parce qu'il y avait beaucoup de couples et puis beaucoup de couples de même sexe et puis que ça venait d'un peu partout. Hein, c'est des destinations qui sont desservies à travers, je pense l'Europe, même l'Europe. Et puis je regardais ça puis je faisais c'est le fun. Tu sais, si on calculait au niveau
du pourcentage, il y avait à peu près 10%, 12-15% de gays à l'hôtel il y avait des couples femmes et des couples hommes, tu sais. Puis les gens étaient quand même relativement assez à l'aise de se toucher, j'ai trouvé que c'était un beau produit pour beaucoup de gens ont peur un peu avec la République dominicaine. Je l'ai eu dans les commentaires, moi, souvent, où les gens étaient un peu réticents, avaient un peu peur. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très ouvert alors, si les gens cherchent autre chose, quelque chose dans un environnement adulte seulement, cet hôtel-là, on y mange très bien. La piscine avec les lits baldaquins autour, c'est luxueux quand même. C'est un beau produit à découvrir, je dirais. Pour beaucoup de personnes de nos communautés cherchent des endroits, donc, parce qu'on sait, là, il y a quand même une remontée, une recrudescence de la violence vis-à-vis notre monde, puis il y a même eu, comme tu sais, l'avis du gouvernement canadien pour ce qui est des États-Unis, de certains États. Alors, c'est clair que quand des gens t'appellent, j'imagine qu'ils disent « Trouve-nous dans un endroit sécuritaire, là. » Exactement. Puis bon, quand il est arrivé, cet avis-là, au niveau du gouvernement américain, j'étais interviewé par plusieurs radios, puis je leur disais, vous savez, c'est un peu partout qu'il faut faire attention. Tu sais, je veux dire que, tu sais, on a l'impression que, bon, on est rendu, en ce moment, on est dans un mouvement où on parle beaucoup de la communauté, mais tu sais, on est loin de voir un peu partout plein de couples de même sexe s'embrasser, se caresser. Même à l'hôtel où j'étais, c'est sûr que les couples de même sexe sont toujours beaucoup plus discrets qu'un couple hétérosexuel dans la piscine, par exemple. T'sais, je peux pas dire qu'à cet hôtel-là, j'ai vu deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser ou se caresser. Oui, tu vois que c'est des couples, mais on est toujours un peu dans la même réalité. Hein. Oui, faut quand même rester sur nos gardes. Mais je dirais que l'hôtel, je me suis pas senti moi mal à l'aise à cet hôtel-là par rapport à la clientèle qui avait l'air quand même d'être assez ouvert d'esprit, si tu veux. Donc, si on veut voyager, là, on est au mois d'octobre, les gens vont vouloir voyager, j'imagine, en janvier, en février, en mars. Est-ce qu'il y a quand même des bons, excuse-moi l'expression anglaise, des bons deals, des bonnes offres présentement? Ouais, les prix, c'est sûr que bon, comme tout sur le marché, tout a augmenté un petit peu. C'est ce que tu payais avant 1100 pièces, tu vas le payer 1500 dollars, 12, 1300 aujourd'hui. C'est sûr que moi, je parle toujours au niveau de la disponibilité. Tu sais, cette année, je pense que ça va être une année quand même assez. Moi, je le vois. J'ai été très occupé pour mes mois d'hiver en juillet et août. Donc ça, c'est un signe que les gens réservent de bonne heure. Donc, les gens ont des destinations. Tu sais, des destinations où il y a des vols réguliers comme je dirais peut-être Cayo Coco, je dirais des destinations comme Punta Cana ou quoi que ce soit. Ça, il y a des vols tous les jours. C'est plus facile. Mais des destinations comme Puerto Vallarta, desservies 2-3 fois par semaine. Des destinations comme Cayo Largo, je pense à un vol semaine, puis un vol de Québec maintenant. De certaines destinations, de pas trop attendre parce que tu peux te ramasser puis de pas avoir de place pour tes vacances. De pas avoir de disponibilité pour ton choix le jour où tu vas décider de réserver. Puis on est encore dans le mood post-pandémie où tout le monde veut voyager. Là, tout le monde veut partir parce qu'ils n'ont pas voyagé pendant 2-3 ans. Donc, moi, je le vois moi-même. Là, tu vois, je repars dans 2 mois. J'ai comme une espèce d'énergie où j'ai le goût de voyager. Là, ça va faire mon 4e voyage en 1 an. Puis on est tous un peu comme ça là, en ce moment, à vouloir voyager. Donc, je conseille quand même de regarder puis de se renseigner. Tout à fait, de faire ça de bonne heure. Et toujours aussi prendre des assurances avant de partir? Oui, c'est sûr que les assurances sont toujours bien importantes. Les fournisseurs offrent des assurances annulation, mais ils offrent pas d'assurance médicale. L'assurance annulation, on peut l'acheter soit, bien que bien des gens maintenant avec les assurances collectives ou les assurances de carte de crédit, ils sont protégés, mais c'est toujours mieux de bien valider cette information-là parce que, surtout au niveau de l'annulation, je disais à des gens aujourd'hui, je vendais de l'assurance avec le fournisseur, puis je disais, moi j'ai des clients qui disent tout le temps, j'en prends jamais. Mais quand ils en ont eu besoin, ils ont été contents parce que leur argent était protégé. Alors, c'est bien important de voir l'assurance, le médical sur place. Tu peux pas partir en voyage sans avoir de l'assurance médicaments. Ça, c'est sûr que c'est très important, là. Que ça soit avec ton employeur, que ça soit avec ta carte de crédit, toujours valider aussi avec eux. Toujours avoir une preuve que tu es bien couvert au niveau de ton assurance. C'est des choses importantes à vérifier. Bien, certainement qu'on va faire ça. Merci beaucoup, Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Alors, si on veut te contacter, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller sur ton site web.
Oui, tout à fait, sur le site web www.lgbtvoyage.ca. Merci beaucoup. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 45, en ce 9 octobre 2023, journée de l'Action de grâce. Alors, j'espère que vous avez bien célébré ce moment important, qui n'est pas toujours un événement religieux non plus. Des fois, juste de remercier la vie parce qu'on est là, parce que ça fait du bien, parce qu'on existe, parce qu'on est capable de sourire, parce qu'on est heureux. C'est déjà beaucoup. On n'a pas nécessairement besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un, juste d'être reconnaissant envers la vie. Je pense que c'est ça le message de l'Action de grâce pour moi. Alors n'hésitez pas donc à communiquer avec nous, heureciel@gmail.com. Ça vous permet aussi de communiquer avec notre équipe de recherche, Marie Massé et Goudéric Trobe. Je voudrais aussi remercier Maurice Bolduc à la mise en onde. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 46.